Bonjour les éveillés. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Je vous invite à rester jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Imaginez un scénario où, dans les 24 heures à venir, tout pourrait changer de manière drastique. Une attaque imminente contre Israël est prévue. Une attaque qui pourrait être bien plus dévastatrice que tout ce que nous avons vu le 7 octobre. Dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi l'Iran a pris autant de temps pour réagir, pourquoi cette date précise a été choisie et quelles armes puissantes sont prêtes à être utilisées contre Israël. Nous explorerons qui est allié à l'Iran dans ce mouvement et d'où viendront les attaques. Il est crucial de comprendre pourquoi l'Iran n'a pratiquement pas d'autre choix que d'attaquer. Tout indique l'inévitabilité de ce conflit, et je vais vous expliquer exactement pourquoi c'est si certain. Dans la deuxième partie de cette vidéo, préparez-vous à une révélation encore plus percutante. Nous allons analyser des indices très forts qui suggèrent qu'un changement mondial significatif est prévu après la clôture des Jeux Olympiques et que ce n'est pas la première fois que nous voyons quelque chose de semblable. Je vais vous montrer des preuves historiques que ce type de mouvement s'est déjà produit auparavant, entraînant de grandes transformations sur la scène internationale. Restez avec moi jusqu'à la fin pour comprendre comment ces événements sont connectés et ce que cela pourrait signifier pour l'avenir. La connaissance, c'est le pouvoir. Et être informé de ces développements peut faire toute la différence. Si vous voulez être en avance sur les événements et vous préparer à ce qui s'en vient, cette vidéo est pour vous. Si vous trouvez le contenu utile, n'oubliez pas de laisser un like, de partager et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune mise à jour importante. Allons de l'avant, car ce qui est à venir pourrait tout changer. Les puissances internationales ont fait des efforts inlassables pour dissuader l'Iran d'attaquer Israël ou, du moins, de limiter l'attaque à quelque chose de plus contenu qui ne provoquerait pas une guerre à grande échelle dans la région. Une guerre de cette envergure impacterait directement le prix du pétrole et aggraverait encore plus la situation déjà délicate de la distribution de gaz et de pétrole en Europe, qui fait face à de sérieux défis. Avec la fin du mandat de Joe Biden qui approche et Kamala Harris étant promue par les démocrates comme candidate possible pour la prochaine élection américaine, un conflit de cette ampleur serait un énorme problème pour l'administration actuelle. La réponse israélienne, si l'attaque iranienne a lieu, pourrait être encore plus drastique, avec le potentiel d'entraîner les puissances occidentales dans le conflit. Le scénario est complexe, avec la possibilité d'une attaque sur plusieurs fronts, les Houthis, le Hezbollah, des milices extrémistes en Syrie et en Irak, et l'Iran lui-même, qui pourrait lancer des missiles puissants directement depuis son territoire, tirés de silos souterrains. Ces missiles, avec une capacité de destruction absolument supérieure aux drones utilisés par l'Iran en avril, représenteraient une nouvelle et dangereuse phase du conflit. De plus, l'Iran peut compter sur ses alliés et les milices qu'il finance, comme le Hezbollah, les milices en Irak et en Syrie, et les Houthis, qui, avec le soutien de la Russie et le financement iranien, continuent de constituer une menace significative dans la région. Faites attention, Axios et Fox News aux États-Unis ont diffusé des informations cruciales ces dernières heures. Ils ont rapporté qu'Israël pourrait être attaqué dans les 24 heures à venir. Cette réponse possible de l'Iran, qui pourrait survenir à tout moment, corrobore exactement ce que j'ai mentionné précédemment. Vous vous souvenez que, après l'élimination d'Ismail Kahani en territoire iranien, j'avais évoqué la probable réponse de l'Iran et j'avais dit que cette attaque pourrait avoir lieu pendant le Tisha B'Av, la date de deuil des Juifs. Maintenant, des rapports de Axios, de Fox News, de la Maison-Blanche et de l'intelligence israélienne renforcent cette prévision. Bien qu'il n'y ait pas eu de communication officielle pour les civils en Israël, les médias, tels que le Times of Israel et le Jerusalem Post, ont rapporté que l'intelligence israélienne a détecté des mouvements significatifs des forces iraniennes. Ces mouvements, qui se déroulaient auparavant sous terre, indiquent maintenant une préparation pour une action imminente, laissant le monde dans un état d'alerte maximale. Attention, si cette attaque se produit vraiment entre aujourd'hui et demain, entre les 12 et 13, pendant le Tisha B'Av, cela aura une symbolique énorme. L'Iran est connu pour choisir des dates symboliques pour ses actions, comme l'attaque du 7 octobre lors de l'anniversaire du Yom Kippour. Le Tisha B'Av est un jour de deuil profond pour les Juifs, marqué par le jeûne et le souvenir de la destruction des deux temples, un événement chargé de douleur historique. Mais il est important de comprendre que l'Iran n'a pas choisi cette date symbolique uniquement pour sa signification historique. Il existe d'autres raisons stratégiques très importantes qui ont conduit l'Iran à ne pas attaquer immédiatement. Et je vais vous expliquer toutes ces raisons dans cette vidéo, alors restez attentifs. Parlons d'une information cruciale qui nous est parvenue. Selon CBN News, un portail d'actualité chrétien aux États-Unis, un rapport publié entre juin et juillet a révélé quelque chose de très inquiétant. L'Iran, avec le soutien de la Russie, a fourni au Hezbollah des armes à impulsion électromagnétique. Ces armes ont le potentiel de ramener Israël littéralement à l'âge de pierre.
provoquant une panne totale dans le pays en raison de la proximité géographique entre le Hezbollah et Israël. Il est important de rappeler que le monde est récemment entré en état d'alerte 5 en raison des radiations solaires qui pourraient causer des dommages aux satellites et aux systèmes Internet. Mais ce qui mérite vraiment notre attention, c'est le rapport fourni au service de renseignement israélien. Il confirme que le Hezbollah possède ces armes à impulsion électromagnétique, capables de désactiver la technologie israélienne et même d'endommager leurs radars. Bien qu'Israël dispose de systèmes de défense, cette menace est bien réelle et imminente. Et voici la question importante. Comment Israël se prépare-t-il face à cette menace significative? Israël possède un réseau de générateurs stratégiques et d'entrepôts répartis dans plusieurs régions du pays, positionnés dans des sites souterrains stratégiques. Ces générateurs ont été installés pour garantir qu'en cas de coupure de courant majeur, les secteurs essentiels et les infrastructures du pays continuent de fonctionner sans interruption. Cette information n'est pas seulement intéressante, elle renforce également ce qui a été discuté précédemment. L'Iran, en tant que principal acteur par procuration au Moyen-Orient, se prépare à une réponse qui sera à la fois qualitative et quantitative. La question est donc, cela peut-il vraiment se produire? L'Iran pourrait-il utiliser le Hezbollah de manière plus intensive, pas seulement avec des drones? Tout porte à croire que oui. Il est important de comprendre que le Hezbollah n'est pas comme le Hamas. Le Hezbollah dispose d'un effectif beaucoup plus important et d'une quantité de missiles bien plus grande, bien qu'il ne soit pas aussi efficace et précis que ceux de l'Iran. De plus, le Hezbollah possède une force considérable de soldats extrémistes. Actuellement, Israël mène des attaques et des incursions aériennes dans l'espace libanais, visant des centres stratégiques du Hezbollah au Liban. Ces attaques ont pour but d'envoyer un message clair, tout en semant la confusion dans le renseignement iranien, créant ainsi une incertitude sur les prochaines actions. Mais pourquoi l'Iran a-t-il mis autant de temps à répondre? Je pense qu'il y a une raison claire à cela. Tout d'abord, considérons une information importante. Il y a eu une intervention des États-Unis et une tentative de négociation. Les États-Unis ont secrètement envoyé une délégation à Téhéran après des pourparlers en Turquie et par l'intermédiaire de canaux de communication turcs avec les Iraniens dans le but de dissuader l'Iran de mener une attaque ou, du moins, de réduire l'intensité de cette attaque pour éviter une escalade régionale. Cela montre que la Maison-Blanche fait un effort considérable pour empêcher une attaque majeure de la part de l'Iran. Et cet effort ne se limite pas à la pression militaire, mais inclut également des négociations et des concessions. L'idée est que l'Iran puisse réagir, mais que cette réaction soit symbolique, semblable à ce qui s'est passé en avril, lorsque l'attaque télégraphique avec des drones a eu lieu. Cet effort de négociation semble avoir eu un effet, retardant la réponse iranienne et, possiblement, évitant une escalade immédiate du conflit. Un autre facteur qui, je pense, a eu un impact significatif est le timing de l'attaque iranienne par rapport aux Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques se sont terminés dimanche dernier et il semble que les négociations aient réussi à repousser l'attaque après cet événement mondial. La France, les États-Unis et l'Angleterre ont probablement fait pression sur l'Iran pour qu'il n'attaque pas Israël pendant les Jeux Olympiques, car cela aurait pu perturber le trafic aérien et déstabiliser le monde à un moment de grande visibilité internationale. Il y a effectivement eu des pressions et des négociations pour repousser toute action iranienne jusqu'à la fin des Jeux. Et cela a été crucial. Dans la suite de cette vidéo, je vais vous parler des indices très forts qui pointent vers un changement mondial prévu après la clôture des Jeux Olympiques, avec des preuves historiques que ce même mouvement s'est déjà produit par le passé. Restez avec moi pour comprendre ce qui pourrait se passer. Voyons maintenant l'article du Times of Israel. Dans une déclaration conjointe, les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni ont exprimé leur soutien à Israël face à la menace iranienne. Il s'agit d'un article récent, publié le 12. Et encore le 12, un événement pertinent s'est produit. Donald Trump est retourné sur Twitter. Et à son retour, il sera interviewé par Elon Musk. Cette interview promet d'être révélatrice et possiblement explosive. Un autre article, cette fois du Zero Hedge, informe qu'Israël affirme que l'Iran est prêt pour une grande représaille. En réponse, les États-Unis ont envoyé un sous-marin et accéléré le déploiement d'un groupe de porte-avions dans la région. La Jordanie est également entrée dans la discussion, déclarant qu'elle n'autorisera pas les drones ou les missiles à traverser son espace aérien et qu'elle est prête à les abattre, en opposition à Téhéran. De même, l'Arabie saoudite a averti que si les Houthis du Yémen tentaient d'utiliser l'espace aérien saoudien pour attaquer Israël, tout missile ou drone serait abattu. Plusieurs autres médias mettent également en avant ces mouvements. En résumé, la situation s'intensifie et une attaque pourrait se produire à tout moment, possiblement de ce soir à demain. Et maintenant, passons au point crucial.
Le porte-parole de la Maison-Blanche vient de déclarer que le monde doit se préparer à des attaques significatives contre Israël. La pression augmente, avec des rapports de Fox News et d'Axios indiquant que cette attaque pourrait survenir dans les 24 heures. Le Times of Israel et Breitbart renforcent également cette possibilité, soulignant qu'Israël se prépare à une éventuelle attaque iranienne, précisément lors du jour de deuil juif, le Tisha B'Av. Ainsi, restez attentifs, car la situation est critique, elle pourrait devenir encore plus grave et tout pourrait se produire très prochainement. Un événement de cette ampleur pourrait provoquer une flambée du prix du dollar dans le monde entier, car un conflit de ce type a le potentiel d'entraîner d'autres pays dans la mêlée, que ce soit pour défendre Israël ou pour faire face à une attaque iranienne. Si l'Iran met à exécution ces menaces, l'attaque pourrait être dévastatrice, frappant des usines et des installations en Israël, valant des milliards de dollars, causant des dommages significatifs. Nous sommes confrontés à une situation où l'impact global pourrait être immense, et tous les regards sont tournés vers ce qui pourrait se passer ensuite. Pourquoi l'Iran doit-il faire cela ? L'Iran se trouve dans une position extrêmement délicate, tant à l'interne qu'à l'externe, en particulier vis-à-vis de ses alliés extrémistes. Historiquement, l'Iran a toujours été le garant, le parapluie, qui protégeait des groupes comme le Hezbollah, le Hamas et d'autres extrémistes au Moyen-Orient et dans certaines régions d'Afrique. Cependant, le fait de ne pas avoir réussi à protéger Ismail Kahani sur son propre territoire soulève de sérieuses questions quant à sa capacité à offrir des garanties à ces groupes. La stratégie des États-Unis et du renseignement israélien, qui consiste à retarder au maximum la réponse iranienne, vise précisément à créer une fissure au sein du régime de Téhéran et parmi les dirigeants extrémistes. L'idée est que ces dirigeants commencent à remettre en question l'Iran. Si vous n'avez pas pu protéger Khani sur votre propre territoire, comment pouvez-vous nous protéger dans ces guerres par procuration que vous avez vous-même initiées et dans lesquelles vous nous impliquez ? Si l'Iran n'agit pas de manière forte et ne répond pas de manière significative, il risque de perdre sa crédibilité et son influence sur ses alliés, compromettant sa position de leader régional et sapant la confiance de ses propres citoyens et forces militaires. Ce retard et l'absence de réponse suffisante pour satisfaire ceux qui souhaitent l'élimination de l'État d'Israël peuvent indiquer que l'Iran perd de son influence et de sa force sur ses alliés, devenant incapable de les protéger, de les financer ou de faire face à Israël avec la même efficacité qu'auparavant. De plus, comme nous l'avons déjà mentionné dans des vidéos précédentes, une autre raison du retard de cette attaque est que l'Iran était en train d'acheter des armements de défense à la Russie et de recevoir une formation des Russes pour utiliser cet équipement, ce qui ne fait que renforcer la nécessité d'une réponse significative pour préserver sa réputation et s'assurer qu'il continue d'être perçu comme une force à craindre et à respecter dans la région. Pour cette raison, l'Iran n'a pratiquement pas d'autre option que de donner une réponse sanglante à Israël. La pression est immense, et ne pas agir ou agir de manière insuffisante pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour le rôle de leader de l'Iran au Moyen-Orient et pour sa capacité à continuer de soutenir ses alliés et de défendre ses intérêts stratégiques. Maintenant, dans cette deuxième partie de la vidéo, vous pourriez être surpris. Il y a une sensation étrange dans l'air, comme si tout le monde attendait la fin des Jeux de Paris pour avancer avec une agenda cachée. La grande question est, ont-ils réellement attendu la fin des Jeux en France pour mettre en œuvre des plans sinistres, surtout en cette année si importante avec l'élection présidentielle américaine de 2024 qui approche? Nous savons que les années d'élection aux États-Unis sont souvent marquées par des événements inattendus, et cela commence déjà à se manifester. Aujourd'hui, nous allons réfléchir à ces questions et explorer ensemble de nombreux autres sujets intrigants. À partir de maintenant, vous allez assister à une véritable leçon de géopolitique de manière détaillée. Faites très attention, car ce que je vais partager avec vous est une quantité d'informations que vous ne verrez probablement nulle part ailleurs. Connaître ces faits avant les autres, c'est être protégé, car le savoir, c'est le pouvoir. Ici, j'ai 3 engagements envers vous. D'abord, vous présenter l'autre côté de l'information qui n'est pas discutée. Ensuite, anticiper les événements avant qu'ils ne se déroulent. Et enfin, vous aider à vous préparer pour ce qui est à venir. Si vous trouvez ce contenu utile, n'oubliez pas de laisser un like. Un fait curieux est que le chanteur Marilyn Manson, connu pour son style controversé et parfois associé à des pratiques occultes, a célébré son anniversaire cette année. Lors d'une vidéo de la célébration qui a circulé sur Internet, on lui a demandé de faire un discours d'anniversaire. Manson a fait une déclaration qui a attiré l'attention. 2024 sera notre année. Que signifie cette déclaration ? Personne ne le sait vraiment, mais compte tenu de la personnalité de Manson, il n'est pas difficile d'imaginer qu'il pourrait y avoir quelque chose de sinistre derrière cette affirmation, au moins intrigante. Commençons par une question. Vous souvenez-vous du jour où le conflit à Kiev a commencé ? Ce conflit a débuté le 24 février 2022.
Maintenant, voici un détail intéressant. Saviez-vous que 4 jours avant ce conflit, les Jeux olympiques d'hiver se déroulaient à Pékin? Oui, entre le 4 et le 20 février 2022, les Jeux étaient en plein déroulement en Chine. Pourquoi est-ce important? Parce que le conflit à Kiev a commencé exactement 4 jours après la clôture des Jeux d'hiver à Pékin. Pendant ces Jeux, le président russe Vladimir Poutine était à Pékin pour rencontrer le leader chinois où, selon un article que j'ai ici, ils ont annoncé des plans pour contrer les États-Unis. Alors, que cela nous apprend-il? Il est clair que le conflit à Kiev a été soigneusement planifié pour commencer après la clôture des Jeux d'hiver. Cela nous amène à une question très importante pour le moment actuel. Dimanche dernier, le 11 août, les Jeux de Paris se sont terminés. Sommes-nous sur le point de voir le début de nouveaux conflits en Europe maintenant que ces Jeux sont terminés? En tournant notre attention vers le Moyen-Orient, spécifiquement vers Tel Aviv, nous pouvons voir que, le jour même de la fin des Jeux de Paris, une offensive lourde a commencé dans le nord de la terre promise. Le Hezbollah a lancé une grande quantité de projectiles et, de manière surprenante, certains ont réussi à passer le célèbre système de défense Iron Dome. Il semble donc que les conflits aient déjà commencé après la fin des Jeux de Paris. Et la question qui se pose maintenant est la suivante. Existait-il une programmation pour que ces conflits commencent juste après les Jeux? C'est ce à quoi nous devons réfléchir alors que les événements se déroulent. Maintenant, abordons une question extrêmement importante. Y avait-il un conflit programmé pour l'Europe après les Jeux d'hiver en Chine? La réponse est oui. En janvier 2024, le journal allemand Bild, le plus grand d'Allemagne, a eu accès à un document confidentiel du système de défense allemand. Ce document affirmait qu'un conflit ouvert entre Moscou et l'OTAN était imminent et inévitable. Selon l'étude, Moscou lancerait en février une offensive hybride avec un focus sur des cyberattaques contre l'Europe de l'Ouest. Vous vous demandez peut-être, cela s'est-il vraiment produit? Oui, cela s'est produit. Il y a eu une grande offensive cybernétique contre l'Europe de l'Ouest et les États-Unis, en partie attribuée à une activité solaire anormale. Cette étude, appelée Alliance de défense 2023, contenait des prévisions détaillées sur le développement du conflit entre Moscou et l'OTAN en 2024. Selon le plan, Poutine commencerait une mobilisation en février, se préparant pour une offensive directe contre les pays baltes, Estonie, Lettonie et Lituanie, vers juillet. Et que s'est-il passé? En juillet, Moscou a avancé sa ligne de démarcation, revendiquant une partie du territoire estonien comme étant le sien. Ce document, divulgué en janvier, se réalise avec une précision effrayante. L'étude prévoit également que le niveau de tension atteindrait son apogée en octobre, lorsque Moscou déplacerait des troupes et des projectiles vers Kaliningrad. Kaliningrad est un territoire russe séparé du reste du pays, situé sur la côte de la mer Baltique, entre la Pologne et la Lituanie, semblable à la situation de l'Alaska par rapport aux États-Unis. Le document suggère qu'avec le soutien de la Biélorussie, Moscou pourrait envahir des territoires de l'OTAN à la fin de l'année, profitant du vide de pouvoir aux États-Unis entre l'élection du 5 novembre 2024 et l'investiture du nouveau président en 2025. Dans ce scénario, le système de défense allemand serait forcé de déployer un grand contingent sur le flanc oriental pour contenir l'avancée russe. Cependant, l'étude ne conclut pas si l'OTAN serait capable de vaincre les forces de Moscou, laissant l'avenir incertain. Bien que ce document ait été rédigé en 2023 et puisse sembler spéculatif, les événements jusqu'à présent se déroulent exactement comme prévu sous nos yeux. Et en observant les mouvements et les déclarations des dirigeants européens, il est clair qu'ils se préparent vraiment pour un conflit qui pourrait commencer immédiatement après la clôture des Jeux à Paris. À partir de maintenant, je vais partager avec vous des informations cruciales que vous n'avez probablement entendues nulle part ailleurs. Le climat mondial devient de plus en plus tendu et je vais vous expliquer pourquoi. Imaginez des pays réputés pour leur posture pacifique, comme la Suède et les Pays-Bas, ainsi que le Royaume-Uni, qui a déjà une histoire plus belliqueuse. Depuis l'année dernière, ces 3 pays projettent des scénarios de conflit sur le territoire européen pour cette année 2024. Un article récent de la BBC a rapporté une déclaration alarmante de 2 hauts responsables du gouvernement suédois. Le 10 janvier, Carl-Oskar Bolin, responsable de la défense en Suède, a affirmé lors d'un événement que les Suédois devraient se préparer à un conflit imminent avec Moscou. Il est important de se rappeler que la Suède est un pays totalement pacifique, avec 200 ans de paix. Cependant, Bolin a été soutenu par le commandant en chef militaire, le général Mikael Bydin, qui a renforcé la nécessité pour les citoyens suédois de se préparer mentalement à cette possibilité sinistre. Ce scénario devient encore plus significatif lorsque l'on se souvient que, à l'époque, la Suède était sur le point de devenir le plus récent membre de l'OTAN, ce qui est maintenant une réalité, complétant ainsi 32 membres pour l'Alliance.
De plus, en décembre dernier, le vice-premier ministre britannique, Oliver Dowden, a fait une déclaration tout aussi préoccupante. Il a conseillé aux Britanniques de faire des stocks de radios, de lampes de poche, de piles et de kits de premiers secours en prévision de possibles coupures d'électricité et d'interruption des communications numériques. C'est étrange, car cela nous rappelle des scénarios de films dystopiques, comme Le Monde après nous, produit par Higher Ground Productions, fondé par l'ancien président Barack Obama et son épouse. Ainsi, tant la Suède que le Royaume-Uni avertissent leur population. Préparez-vous, le chaos arrive. Et il semble que ce chaos pourrait se produire après les Jeux de Paris. Est-ce que cela va se produire? Nous ne le savons pas. Nous sommes ici pour analyser ces informations et essayer de comprendre ce qui pourrait se passer. Récapitulons certains points importants qui nous aident à comprendre la situation actuelle. En décembre dernier, le commandant du système de défense néerlandais, un pays généralement connu pour sa posture pacifique, a fait une déclaration inquiétante. Il a averti que les Pays-Bas devaient se préparer immédiatement à un possible conflit avec Moscou. Cet avertissement est venu du lieutenant-général Martin Wijnen, qui a souligné la force croissante de Moscou et la nécessité pour la société néerlandaise d'être prête à faire face à cette menace. Cette déclaration a été faite lors d'une interview avec le journal The Telegraph et est citée dans un article récent de Newsweek. Ces informations, qui ont commencé à émerger en novembre, décembre et janvier 2024, nous donnaient déjà des indices clairs de ce qui était à venir. Tout indiquait que 2024 serait une année très différente, avec des défis significatifs à l'horizon. Il ne nous reste qu'à espérer que tout cela ne soit qu'une simulation et non un plan ou une agenda réel. Essayons de comprendre ce qui se passe ici. Outre le Royaume-Uni, la Suède et les Pays-Bas, qui avertissent leurs citoyens de se préparer à un éventuel conflit, l'OTAN a également commencé à prendre une série de mesures, indiquant que l'affrontement pourrait se rapprocher. Il semble se préparer et, d'une certaine manière, même rechercher ce conflit. Pour mieux comprendre, revenons dans le temps. Lorsque le mur de Berlin est tombé et que l'Union soviétique s'est effondrée, Moscou a décidé d'annuler l'alliance militaire qu'elle entretenait avec ses pays voisins, le célèbre pacte de Varsovie. À cette époque, il ne semblait plus avoir de sens de maintenir un groupe militaire pour combattre l'Occident, puisque le conflit s'était refroidi et, en théorie, l'inimitié entre l'Union soviétique et l'Occident avait pris fin. C'est dans ce contexte que l'historien Francis Fukuyama a écrit « La fin de l'histoire », suggérant que la grande dispute idéologique entre le monde bipolaire, divisé entre l'Union soviétique et les États-Unis, était terminée. Cependant, il existe des indices indiquant que le complexe militaro-industriel occidental n'était pas prêt à renoncer à ses avantages financiers, même après la fin du pacte de Varsovie. Ce secteur, qui tire d'énormes profits des conflits, semble ne pas avoir accepté l'idée de se retrouver sans guerre pour justifier ses investissements. Ainsi, même après la fin de l'Union soviétique, il était nécessaire de créer un nouvel ennemi. Il est important de se rappeler qu'au début de sa gestion, Poutine a tenté d'intégrer la Russie à l'Europe, cherchant à établir une relation d'amitié avec les pays européens. Il était même allé jusqu'à explorer la possibilité que Moscou rejoigne l'OTAN. Cependant, il semble que ce n'était pas l'objectif de l'Alliance occidentale et du complexe militaro-industriel. Pour que l'OTAN continue d'avoir une justification à son existence milliardaire, Moscou devait être maintenu comme une menace, comme un ennemi potentiel. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Voyons comment nous en sommes arrivés au conflit actuel impliquant Kiev, Moscou et l'Occident. Pour cela, il est essentiel de regarder vers le passé, car ceux qui ne connaissent pas l'histoire sont condamnés à répéter leurs erreurs. Tout commence peu après la dissolution de l'Union soviétique, en décembre 1991. Avec la fin de l'URSS, l'OTAN a commencé à intégrer plusieurs anciens membres du pacte de Varsovie, dont la Pologne, la Hongrie et la République tchèque. Pour Moscou, cette expansion représentait un grand problème stratégique. Soudain, des pays qui étaient autrefois sous son influence rejoignaient le camp adverse et la Russie s'est retrouvée entourée d'opposants, se sentant de plus en plus vulnérable. Cette sensation de vulnérabilité s'est encore intensifiée lorsque Kiev est entré dans le radar des efforts occidentaux pour étendre leur réseau d'influence. Il est important de rappeler que Kiev est le berceau de la culture russe et partage une frontière terrestre de 2245 km avec la Russie, ainsi que plus de 320 km de frontières maritimes. Pour Moscou, l'idée de voir l'Ukraine, dont la capitale est Kiev, rejoindre l'OTAN représentait un danger stratégique immense. C'est à ce moment que les problèmes actuels ont commencé. La dispute entre Moscou et l'Occident pour le contrôle de Kiev a commencé à s'intensifier bien avant 2022 ou 2013 avec le mouvement Euromaïdan. En réalité, ces tensions ont commencé à prendre de l'ampleur dès 2004. Et c'est ce que vous devez comprendre. Le conflit que nous voyons aujourd'hui en Ukraine n'a pas commencé récemment.
Il est le fruit d'une longue histoire de disputes et de rivalités qui se sont intensifiées au fil des décennies. Maintenant que cela est clair, plongeons dans les détails de la manière dont cette situation s'est déroulée au fil du temps, menant au scénario que nous observons aujourd'hui. Les disputes entre Moscou et l'Occident pour le contrôle de Kiev ont atteint un nouveau niveau en 2004, lors de l'élection présidentielle en Ukraine. D'un côté, il y avait un candidat soutenu par l'Occident, et de l'autre, un candidat aligné avec Moscou. La victoire a d'abord été déclarée en faveur du candidat pro-russe, mais cette décision n'a pas été bien accueillie par les États-Unis, qui ont allégué des irrégularités dans l'élection. Cela a déclenché un mouvement populaire de contestation qui a plongé le pays dans le chaos. Après des semaines d'instabilité, le scénario a complètement changé. Le candidat soutenu par les États-Unis a finalement pris le pouvoir le 23 janvier 2005. En d'autres termes, l'allié de Poutine avait initialement gagné, mais il a été démis de ses fonctions et remplacé par un allié des États-Unis. Cette volte-face a profondément mécontenté Poutine. Pour mieux comprendre ce contexte géopolitique, rappelons-nous qu'en 2004, lors de la course présidentielle à Kiev, il y a eu un incident impliquant un candidat soutenu par Moscou. Vous vous souvenez peut-être de cette histoire. Il a été poisonné avec une substance qui a complètement défiguré son visage. Ce leader, malgré l'attaque, a réussi à survivre et à gouverner jusqu'en 2010, année où il a été battu par un autre candidat, une fois de plus soutenu par Moscou. En 2014, ce même leader a été renversé par un mouvement populaire connu sous le nom d'Euromaidan, ou le mouvement de la dignité qui a eu lieu sur la place Euromaidan. Ce fut un moment crucial, car une fois de plus, avec le soutien des États-Unis, un leader pro-Moscou a été démis de ses fonctions, laissant place à un gouvernement favorable à l'Occident, qui est resté en place jusqu'en 2019, lorsque l'actuel dirigeant de Kiev, un ancien comédien, a pris le pouvoir. Selon des auteurs comme Henry Kissinger, notamment dans son livre « Conflits hybrides », cette alternance de présidents à Kiev, entre partisans de l'Occident et de Moscou, aurait été orchestrée dans le cadre d'un effort géopolitique américain. Kissinger soutient que les États-Unis utilisent une stratégie appelée « conflit hybride », qui combine mouvements populaires et conflits non conventionnels. Cette stratégie fonctionne en deux étapes. D'abord, les États-Unis encouragent des mouvements populaires locaux qui semblent spontanés, mais qui sont en réalité instigués et financés par les services de renseignement américains. Si cette approche ne suffit pas à renverser le gouvernement indésirable, ils passent à la deuxième étape qui implique des conflits non conventionnels, souvent indirects ou par procuration. Ainsi, les mouvements de 2004 et de 2014 pour renverser les dirigeants pro-Moscou à Kiev auraient été promus par des intérêts américains, dans le but de remplacer ces gouvernements anti-américains par des alliés de l'Occident. Pour mettre cette situation en perspective, certains pourraient penser que cette théorie est trop farfelue. Pourtant, en février 2024, le New York Times a publié un article révélant des informations sur les opérations de la CIA à Kiev. Selon le journal, l'agence de renseignement américaine a créé et géré 12 bases secrètes en territoire ukrainien, dans le but d'influencer l'avenir du pays et de prendre le contrôle cybernétique des satellites de Pékin et de Moscou. Cette révélation a cependant été contestée par le ministère russe des Affaires étrangères qui a affirmé que l'influence de la CIA à Kiev ne date pas de 2014, comme le suggère l'article, mais bien d'avant. Cela soulève une question. Pourquoi le New York Times a-t-il divulgué cette information en février ? Certains journalistes pensent que l'objectif était de préparer le terrain pour la fin du conflit à Kiev, en rejetant la responsabilité de la défaite sur les propres dirigeants ukrainiens. Comme si Washington disait « Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour aider, mais cela n'a pas suffi ». D'autres analystes, en revanche, suggèrent que la véritable motivation serait de convaincre la population américaine de l'importance géopolitique de Kiev en mettant la pression sur le président de la Chambre des représentants des États-Unis pour qu'il approuve les 60 milliards de dollars supplémentaires pour le conflit. Et cette pression a fonctionné. Mais il y a un enjeu encore plus grand. Si les États-Unis hésitent à débloquer ces fonds, cela pourrait conduire à une victoire de Moscou. Et l'OTAN, consciente de la gravité de la situation, se prépare à un affrontement direct. Il mobilise 300 000 hommes pour un conflit ouvert potentiel contre Moscou. Cela nous place au bord de quelque chose de monumental, une situation que beaucoup considèrent comme le prélude à un troisième grand conflit mondial. Certains, comme l'auteur Cristina Martin Jiménez, estiment que ce conflit a déjà commencé, comme elle l'argumente dans son livre « La Troisième Guerre mondiale a déjà commencé ». Nous sommes donc à un moment critique de l'histoire où les actions d'aujourd'hui pourraient déterminer le cours des événements mondiaux pour les décennies à venir. Et vous, qu'en pensez-vous ? Avec toutes ces informations et ces événements, sommes-nous au bord d'un nouveau conflit, peut-être même d'une échelle globale, comme cela a été le cas après d'autres grands événements internationaux ?
Partagez votre opinion dans les commentaires et poursuivons cette discussion.